Le monde grec à l'époque classique, de -500 à -323 avant Jésus-Christ, par Patrice Brun. Chapitre 7. Des cadres institutionnels variés. Il est indiscutable que le modèle de la cité-État, petite structure dont on a vu la naissance dans le volume précédent, domine le panorama institutionnel du monde grec durant le 5e et 6e siècle. Mais tous les Grecs ne vivaient pas dans ce type de communauté politique, et moins encore dans des unités ressemblant peu ou prou à Athènes. Celle-ci, on ne le dira jamais assez, est une exception monstrueuse, dont la très riche documentation explique certes les études fouillées qu'on lui a consacrées et les développements assez longs que l'on sera amené à faire ici. Mais qui ne saurait occulter la grande variété des régimes politiques que les Grecs ont expérimentés. Les cités grecques. Le phénomène de la cité, qui n'est pas spécifique aux Grecs et dont ils ne sont pas les inventeurs, est indiscutablement ce qui caractérise le mieux les structures politiques grecques. De l'extrême occident jusqu'aux rivages septentrionaux de la mer Noire, la plupart des Grecs vivaient en cité, certes fort variables en importance et en puissance, avec des systèmes de gouvernement très divers, mais obéissant néanmoins à des règles d'organisation de vie commune. Le terme grec désignant la cité, polis, est lui-même étrangement polysémique. Dans son acception générale, il englobe l'ensemble du territoire dominé par la communauté, la ville principale, où sont regroupés les cultes civiques et réunis les instances politiques. La stie est la zone rurale qui l'entoure, territoire cultivé aux régions des confins laissés aux pâturages extensifs et aux friches, la chora. Mais le vocabulaire n'est pas toujours aussi simple. En effet, de multiples exemples tentent à prouver que le mot police peut désigner la ville seule, sans doute parce que peu à peu une part croissante de la population est venue s'y fixer en même temps que les cultes civiques, mais aussi parce que, en cas de guerre ou d'invasion, c'était à l'intérieur de ces murs que l'ultime défense de la communauté pouvait être assurée. Mieux même, les inscriptions athéniennes du 5e siècle indiquent que le terme de police est synonyme d'acropole, la ville haute, sous-entendant par là que le lieu le plus sacré du territoire, celui qui avait servi de décor aux épisodes les plus marquants de l'histoire mythologique d'Athènes, était comme le symbole de l'ensemble civique. L'un des caractères les plus visibles sur le plan archéologique aujourd'hui, encore de la période classique, est la généralisation des enceintes urbaines. On ne saurait en effet parler ici d'apparition, car de nombreuses villes avaient été entourées de remparts dès l'époque archaïque. Au 5e et 6e siècle, non seulement elles se multiplient, mais elles englobent des superficies de plus en plus vastes. La simple muraille qui entourait la partie sommitale de l'acropole de Kythnos, dans les Cyclades, est aussi doublée dans la seconde moitié du IVe siècle par une enceinte qui protège tout l'espace habité, port compris. Le cas d'Athènes est le plus révélateur. On a souligné plus haut l'importance stratégique de la réunion dans un même ensemble fortifié par les longs murs de l'espace urbain Athènes-le-Pirée. Si les traces archéologiques en ont aujourd'hui presque totalement disparu, tel n'est pas le cas du remarquable rempart de Mécène, érigé après l'indépendance de la Messénie. La courtine englobe une immense superficie de 9 km² et a déjà intégré dans sa conception les nouveautés de la guerre de siège. Mais de tels ensembles monumentaux sont construits un peu partout, de Syracuse dès le règne de Denis l'Ancien jusqu'à Priene vers 350. Ce faisant, on comprend que, peu à peu, la cité se soit identifiée à la ville qui prenait l'allure d'une forteresse où la population pouvait s'abriter le cas échéant. Mais que l'on ne se trompe pas, avant d'être une entité territoriale, la cité est un groupe humain. Certes, il est difficile d'isoler une communauté de la terre qui la nourrit, mais s'il est une structure politique où une telle dichotomie est possible, c'est bien celle de la cité grecque. En 411, alors qu'à Athènes, la démocratie est renversée par le coup d'état des 400, les marins athéniens, en poste à Samos, qui se considèrent comme la cité, élisent des stratèges, comme s'ils étaient à l'Assemblée à Athènes. Quelques années plus tard, l'armée des 10 000, enrôlée par Cyrus le Jeune pour renverser son frère, se comporte dans sa retraite comme une véritable cité en marche, votant des décisions et nommant les stratèges chargés de les ramener en Grèce. Par ailleurs, toutes les cités frappaient monnaie, non point au nom géographique que l'on pourrait attendre, mais en utilisant le génitif pluriel de communautés ethniques, et l'on pourrait trouver ainsi par exemple Syracosion, monnaie des Syracusiens, sur les monnaies de la cité sicilienne de Syracuse. Voir dans la figure 4 où le livre met deux images d'une pièce avec son côté pile et sa face. Les conditions de la naissance et de l'essor des cités ne relèvent pas de cette étude limitée à la période classique. Il est tout à fait clair que la cité est née progressivement, peut-être autour des sanctuaires locaux, au début du premier millénaire, même si ce n'est pas avant le début du 8e siècle que l'on en perçoit les frémissements. À bien des égards, d'un point de vue structurel, la situation ne se modifie que peu au 5e et 4e siècle.
Sans doute peut-on légitimement croire en une poursuite de la croissance démographique amorcée à l'époque archaïque, et les études les plus récentes tentent à montrer que les guerres nombreuses connues de nous durant ces 2 siècles n'ont pas affecté grandement la courbe de population. Athènes fut très touchée par les 27 années de guerre du Péloponnèse, l'épidémie de peste jouant manifestement un rôle considérable qu'il n'est pas possible de quantifier, et la population civique, la seule à pouvoir être estimée, qui atteignit 50 000 unités vers 431, semble plafonner à 30 000 au siècle suivant, mais les restrictions d'accès à la citoyenneté votées en 451 ont aussi leur part dans cette diminution. Le cas de Sparte est plus sensible encore. Si à la bataille de Platée, la cité est encore capable d'aligner sur le terrain 5000 citoyens, ce qui laisse supposer une population civique totale proche du double, il n'y a plus que 2000 citoyens de plein rang lors de la bataille de Leuctre, où 400 Spartiates tombèrent. Le manque d'hommes à Sparte, l'oligarchie, dans laquelle dès l'Antiquité avec Aristote on a vu la raison majeure de la décadence de la cité, n'est pas absolue mais relative, touchant une catégorie particulière de la population, certes la plus déterminante d'un point de vue politique. Pour le reste du monde grec, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, en raison de la permanence de la guerre au IVe siècle, nous verrons plus loin en détail qu'un maximum démographique a été atteint un peu partout en Grèce entre 375 et 275. Mais en tout état de cause, le monde grec des cités reste un monde de petites communautés, tant sur le plan spatial que démographique. Des cités comme Athènes, avec 2500 km² de superficie, comme Sparte, avec 8500 km², ou Syracuse, plus de 10 000 km² à son apogée, dont figure d'exception qui s'explique historiquement par des regroupements de cités auparavant indépendantes, le synocisme, dans le cas d'Athènes, les conquêtes militaires pour Sparte ou Syracuse. S'il n'est pas question de parler de normes, on doit remarquer que les cités dont la superficie avoisine 100 km² ne sont pas rares dans la Grèce égéenne. Certaines sont minuscules, comme l'île de Délos, à peine 5 km² de superficie, qui fut plutôt rétive à l'unification. Une petite île des Cyclades comme Chéos vit sur son maigre territoire de 130 km², se développaient pas moins de 4 cités, qui, malgré les velléités d'union, restèrent indépendantes, jusqu'à l'époque hellénistique. Et, dans ce cas précis, faute de documents, il est impossible de dire pourquoi Chéos persista dans son éclatement, alors que ses voisines cycladiennes furent de tout temps unifiées. On le voit, c'est la petitesse qui caractérise le monde des cités grecques, mais c'est aussi la variété des situations locales. L'on conçoit dans ces conditions que les populations civiques, même si l'on accepte l'idée d'un maximum démographique pour l'époque classique, étaient limitées, parfois étonnamment faibles. Quelques dizaines de milliers pour Athènes, certes, mais quelques centaines seulement pour la plupart des cités grecques. Il est certain que, dans une cité type, si tant est qu'il soit possible de la définir, presque tous les citoyens se connaissent entre eux, et ce devait être la même chose à Athènes à l'intérieur de la structure de base, le dème. On peut, sans exagération, parler pour des communautés grecques d'une société de face à face. Ces réflexions préliminaires sont essentielles pour bien comprendre le système politique grec, même si l'on ne saurait faire l'impasse sur les conditions historiques propres qui ont vu naître les cités. Le principe de l'assemblée primaire des citoyens s'explique par cette réalité d'un nombre réduit d'intéressés, et il n'est pas indifférent non plus que ce soit la cité la plus populeuse, Athènes, qui ait vu le développement des institutions les plus sophistiquées. Cette remarque pose aussi le débat. En raison de l'importance et de la qualité des sources, nos renseignements les plus fiables portent sur Athènes et ont tendance à faire oublier que nous ignorons tout ou presque du fonctionnement des autres cités. Si l'on accepte des éclairages sporadiques et indirects sur Sparte, exceptionnels et limités, à une brève période pour les autres. Il sera indispensable bien entendu d'étudier les institutions athéniennes, mais en gardant en mémoire leur aspect anormal, qui ne saurait passer pour révélateur d'un hypothétique génie grec dans le domaine politique. Les différents modèles politiques. Les analyses des philosophes sur les divers moyens de diriger une cité, si elles sont débutées dès le 5e siècle, apparaissent dans nos sources avec Platon et Aristote. Pour les Grecs, les systèmes politiques n'étaient pas figés, mais enclins à une idéalisation du passé et fidèles à une conception assez pessimiste du présent. Ils avaient tendance à voir dans les régimes de leur temps l'image dégradée d'un archétype idéalisé. Comme le corps humain, les régimes politiques étaient supposés se corrompre et décliner, et l'on ne s'étonnera donc pas que les métaphores physiologiques ou médicales soient si nombreuses dans les écrits des penseurs politiques du temps. Chaque modèle de régime, personnel, aux mains d'un petit groupe ou de la totalité du corps civique, était donc accompagné de sa forme abattardie, qui en était en règle générale sa traduction pratique. La monarchie-tyrannie.
Au plus lointain que l'on puisse remonter, le golfe grec fut d'abord un monde de rois. Si la monarchie semble, sous sa forme mycénienne, avoir disparu au XIIe siècle avant notre ère, le souvenir n'en fut jamais perdu par les Grecs. Dans les poèmes homériques, seule la monarchie existe. Ce n'est qu'à une époque tardive, lorsque Athéniens et Macédoniens sont aux prises pour la domination sur le monde grec, que l'on voit du côté athénien des voix s'élever et refuser à Philippe, parce qu'il est souverain et macédonien, la dignité de grec. Démosthène est dans la polémique stérile lorsqu'il traite son adversaire de barbare. Mais il est néanmoins certain que le principe monarchique a vu un recul très net dans la période archaïque. Les rois disparurent, sauf en 2 endroits que nous allons étudier. Très tôt, et son avatar archaïque, la tyrannie, s'est évanoui. Mais les Grecs, dans leur ensemble, n'aimaient pas abolir tout de leurs institutions antérieures, et l'on n'est pas étonné dans ces conditions de voir subsister des rois, les basileis, dans certaines cités, avec un affadissement très sensible de leur pouvoir. À Samothrace, par exemple, le basileus est le magistrat éponyme, celui qui donne son nom à l'année. À Kos, c'est le monarchos, qui joue le rôle. À Athènes, le basileus n'est plus dès la fin de l'époque archaïque que l'un des 3 archontes, et sa charge, prestigieuse, lui confère des pouvoirs étendus en matière religieuse. Sparte, elle, a vu une intéressante évolution. La royauté a conservé des compétences religieuses et militaires très larges, mais elle est divisée en 2 familles, les Agiades et les Eurypontides, ce qui diminuait les risques de voir un pouvoir personnel réapparaître. Et comme ces 2 rois étaient l'objet d'une surveillance étroite de la part des autres magistrats, les efforts qui pouvaient les mettre en accusation et procéder à la destitution de l'un d'entre eux, on voit que malgré une influence réelle dans la cité et des honneurs funèbres qui faisaient d'eux des héros, les rois de Sparte ne sauraient être comparés en tout-puissant à Agamemnon. Le plus vénéré, sans doute, des rois de Sparte de ce temps, Agésilas, dont on a conservé de manière unique 3 biographies, celle de Xénophon, son contemporain et ami, Cornelius, Népos et Plutarque, est systématiquement loué pour son obéissance aux lois de la cité. Un bon roi dans les cités grecques n'est en rien un souverain absolu. À l'époque classique, et déjà à l'époque archaïque, la royauté est, dans le monde des cités, une survivance, ce qu'elle n'est pas, nous le verrons plus loin, dans les régions périphériques de la Grèce où, il est vrai, le développement de la cité est embryonnaire, pour ne pas dire inexistant au 5e siècle. Pourtant, quand bien même la royauté et les origines divines qu'on lui prêtait souvent n'existaient pour ainsi dire plus, les Grecs avaient l'expérience d'une autre forme de gouvernement, solitaire, la tyrannie, largement en recul au temps classique, à tel point que l'on pourrait voir en elle un régime politique caractéristique de l'archaïsme. Ce n'est vrai qu'en partie, car si en Grèce continentale, la dernière grande tyrannie tombe en 510 à Athènes, si en Asie mineure, les Perses paraissaient avoir supprimé les tyrans après la révolte de Ionie, ce type de gouvernement persiste en Occident, et l'on n'exagérera pas en disant qu'il débute en Sicile quand il meurt partout ailleurs. La première tyrannie voit le jour en Sicile au début du 5e siècle, à Gela, avec Hippocrate. Il ne parvint pas à s'emparer de Syracuse, mais son successeur Gélon en devint maître en 485 et confia la garde de Gela à son frère Hiéron. Ce qui frappe dans les tyrannies syracusiennes, le dernier tyran, Thrasybule, frère des 2 premiers, fut renversé en 466, c'est d'abord son aspect militaire. Il faut dire que la Sicile était en proie à des révoltes récurrentes des populations indigènes, les Sicules, et sous la menace permanente des invasions carthaginoises. Le succès de la flotte syracusaine sur l'armada punique au large d'Hymère en 480 consolida la tyrannie et lui donna une certaine légitimité, à quoi l'on ajoutera que les citoyens de ce nouveau monde grec, de fraîche date installés en Occident, n'avaient pas le même attachement viscéral que leurs cousins de péninsule balkanique à leur territoire, ce qui explique la facilité avec laquelle les tyrans se livrèrent à des déplacements de population d'une cité à l'autre en Sicile, en intégrant par la même occasion dans le corps civique des populations indigènes. Après un intermède de plus d'un demi-siècle, de 466 à 405, la tyrannie syracusaine fit sa réapparition avec Dénis, qui devait gouverner sa cité et, à certains moments de sa vie, la quasi-totalité de la Sicile durant une 40aine d'années. Le danger carthaginois fut là encore la raison fondamentale de son arrivée au pouvoir et de son maintien. Des voix contemporaines l'accusaient d'ailleurs de profiter des invasions barbares pour conserver sa tyrannie. Son fils, plus maladroit que le père, ne resta pas longtemps au pouvoir. Mais la démocratie syracusaine eut bien du mal à se réinstaller et il fallut une intervention corinthienne menée par Timoléon, dont Plutarque a fait un éloge passablement idéalisé dans l'une de ses vies,
en 340, pour à la fois repousser une nouvelle offensive punique et empêcher le retour de la tyrannie. À la fin du siècle cependant, avec Agathoclès, une nouvelle tyrannie, matinée d'influence royale hellénistique, devait à nouveau voir le jour. Le recours à la tyrannie est révélateur d'une période de tensions très forte. Tensions externes, sans doute avec la menace carthaginoise ou indigène, mais crises internes également, dans des cités occidentales où la citoyenneté avait un enracinement moindre qu'en vieille Grèce. Argument à manier avec prudence toutefois, car nous voyons ressurgir la tyrannie en plein Péloponnèse, quelques années après l'effondrement de Sparte, qui avait maintenu une main de fer sur les cités soumises à son hégémonie. À Sicyone, un notable, Euphron, profita des dissensions exacerbées par les luttes entre partisans et adversaires de Thèbes et de Sparte pour s'emparer du pouvoir. Assassiné peu de temps après, il témoigne de ce que, loin d'être le produit presque génétique d'une région spécifique de la Grèce, la tyrannie est d'abord la résultante de crises que le corps social et civique s'avère incapable de surmonter par les voies institutionnelles normales. La vision par les Grecs de la tyrannie est certes défavorable, mais il ne faut pas croire en un rejet univoque. Les Grecs de l'époque classique, qui aimaient pourtant à lire les exploits des héros de l'Iliade, des rois, redoutaient toute forme de pouvoir personnel, royal ou tyrannique. La collégialité des magistratures, les plus importantes, et dans le cas de Sparte, la double royauté, en est une illustration, et cette attitude explique pour partie les réticences grecques au pouvoir sous contrôle d'un Alexandre. Mais si la royauté était peu critiquée avant les années 330, tout simplement parce qu'elle appartenait au passé mythique de la Grèce, il n'en allait pas de même pour la tyrannie. Un seul régime autocratique que les Grecs pouvaient analyser dans leur passé et leurs fantasmes récents. Les Spartiates, au VIe siècle, avaient beaucoup fait pour connoter défavorablement le régime, alors que, selon Aristote, les Athéniens qui vivaient sous la tyrannie de Pisistrate n'avaient pas conscience de subir une dictature de fer. En tout cas, ils en avaient plus tard conservé le souvenir d'un âge d'or. C'est que les tyrannies archaïques avaient amoindri les pouvoirs des aristocrates terriens, et, en ce sens, la philosophie pouvait intégrer la tyrannie athénienne de Pisistratide dans une évolution menant vers la démocratie. Analyse vérifiée pour Athènes, mais la chaîne aristocratie, tyrannie, démocratie ne saurait servir de modèle général. D'autre part, si d'un point de vue théorique, la différence entre royauté et tyrannie était grande, dans la pratique, il en allait tout autrement, et seule l'origine divine revendiquée de toute royauté a servi de frontière entre les deux, car l'hérédité fut aussi un moyen de transmission de pouvoir dans la famille des tyrans syracusiens, et Denis l'Ancien laissa sa charge de tyran à son fils, Denis le Jeune. D'un autre côté, la monarchie légendaire d'Agamemnon, ou au IVe siècle celle de Philippe II de Macédoine, n'était pas moins militaire que la domination de Hieron ou de Denis. Platon, désireux d'expérimenter in vivo le système du gouvernement du meilleur, accentua la confusion entre royauté et tyrannie en choisissant comme terrain d'exercice pratique la Syracuse du tyran Denis le Jeune, qui se lassa vite des remontrances du philosophe et s'en débarrassa sans ménagement. Aristocratie-oligarchie. La définition du pouvoir monarchique, royal ou tyrannique est apparue simple. Il n'en va pas de même loin s'en faut avec l'étude du second type de gouvernement, mis en pratique par les Grecs, plus original aussi. Il y a là encore des questions sémantiques qu'il convient de régler dès l'abord. Les Grecs eurent deux termes essentiels pour désigner ce type de régime, aristocratie et oligarchie. Dans sa description des évolutions cycliques des cités, Polybe, livre 6, 7, 9, voyait dans la seconde une forme dégénérée de la première. Mais ce n'est pas si simple et rapide, rappel étymologique s'impose. L'aristocratie est, mot à mot, le pouvoir, kratos, des meilleurs, aristoi, alors que l'oligarchie désigne la domination, arché, d'un petit nombre, oligoi. Deux mots pour, in fine, une seule et même réalité. Quel que soit le mot par lequel l'on choisit de les nommer, les bons, agathoi, les meilleurs ou les peu nombreux, ils désignent toujours la classe riche de la cité, la noblesse terrienne en règle générale, et il est aisé de voir que le premier terme a toutes les chances d'avoir été avancé par les membres de cette classe elle-même, alors que le second a été préféré par leurs adversaires, ceux qui ne faisaient pas partie de cette aristocratie. Aussi, les deux termes désignent-ils, de fait, une notion identique, mais appréhendée de manière favorable ou défavorable. Il existait d'ailleurs d'autres expressions servant à nommer la partie riche et dominatrice de la cité. À Chalkis de B, c'était la hippobotaï, ceux qui élèvent les chevaux. À Syracuse, les gamoroi, ceux qui se partagent la terre. À Naxos, où l'on ne reculait pas devant l'image, les pachéis, les gras.
Cet obstacle franchi, il convient d'aller plus loin, et des difficultés nouvelles se dressent. Peu nombreux, si l'on en reste à une définition finalement assez neutre, cela n'est guère éclairant. Et ce, d'autant moins qu'il pouvait exister une infinité de nuances entre une oligarchie très fermée et une oligarchie modérée. Aristote lui-même avait défini 4 degrés au fur et à mesure de la réduction de la classe dirigeante. Pour inciter les Spartiates à châtier Platée en 429, les Thébains leur affirment, afin de justifier leur ralliement au camp des Perses, un demi-siècle plus tôt, qu'ils étaient en ce temps soumis à la dictature d'un tout petit groupe, Dynastéia, Olygon, Andron. Alors que dans l'alliance de Sparte, où ils se tiennent à présent, ils vivent dans le système le plus sage, Sophronestatos, une oligarchie de la juste loi, Oligarchia Isonomos, selon Thucydide 3, 62-3, définissant sans doute les pôles extrêmes de ce régime. On ne s'attardera pas sur la réalité d'une telle opposition entre les régimes de Thèbes des années 480 et 430. On voit que les Grecs avaient, au moins avec des mots adaptés bien sûr aux circonstances, des visions variées d'un même régime. Toutefois, le point commun de ces modèles est de refuser l'intégration de l'ensemble du corps civique dans les instances décisionnelles de la cité. La séparation entre citoyens actifs et passifs se faisant sur des critères de nature socio-économique. À Sparte, c'était la possession et la conservation d'une terre, le cléros, qui valait reconnaissance d'une citoyenneté effective, mais sa perte était à la fois définitive et héréditaire. Lors du coup d'État oligarchique de 411 à Athènes, seuls les propriétaires d'un bien à défendre purent prétendre faire partie des 5000, le nouveau corps civique. Au fur et à mesure du développement de l'économie monétaire, c'est l'établissement d'un sens, de la valeur d'un bien immobilier converti en drachmes, qui définit les seuils des oligarchies. En 322, après le renversement de la démocratie à Athènes, un seuil de 2000 drachmes fut imposé pour être citoyen, barrière abaissée à 1000 quelques années plus tard. En fait, l'idée fondamentale d'une vision oligarchique de la cité veut que seuls jouissent des droits du citoyen ceux qui, dans une guerre, auraient quelques biens à défendre, les autres en étant naturellement écartés. L'on ne s'étonnera donc pas de l'attraction qu'exerçait l'oligarchie sur les familles possédantes des différentes cités. Par deux fois, en 411 puis en 404, les aristocrates athéniens tentèrent de réserver l'exercice du pouvoir politique à ceux qui, en raison de leur richesse, supportaient l'essentiel des dépenses afférentes au financement de la guerre. Relativement large en 411, beaucoup plus resserrée en 404, l'oligarchie échoua d'abord parce qu'elle était portée par un contexte de guerre, par nature exceptionnelle, mais surtout parce que, depuis longtemps à Athènes, la défense de la cité était assurée par l'ensemble de la communauté civique, y compris ceux qui n'avaient aucune terre cultivable à défendre, et il n'y avait aucune raison alors pour que seule une minorité profitât des avantages de la citoyenneté. Il devient, dans ces conditions, tentant d'associer oligarchie et propriété éminente sur le sol, oligarchie et infanterie civique chargée de défendre le territoire. Jusqu'à un certain point, ce rapprochement est opérant, mais il convient de ne pas le pousser trop loin. Il existait des cités dont l'activité portait davantage sur le commerce que sur l'exploitation du sol et qui ont possédé un régime oligarchique, Corinthe pour ne citer qu'elle. L'oligarchie n'est pas seulement un système d'exclusion du corps civique de populations qui en faisait théoriquement partie. Car dans bien des régimes oligarchiques attestés, l'essentiel du pouvoir est détenu, ou confisqué, comme l'on voudra, par une minorité plus exiguë encore. En d'autres termes, l'Assemblée des citoyens semble n'avoir pas toute latitude pour décider au nom de la communauté, et ce sont les organes représentatifs, magistrats et conseils désignés, qui ont autorité pour ce faire. L'une des oppositions les plus nettes entre oligarchie et démocratie réside, en effet, dans les capacités respectives du conseil et des magistrats d'un côté, de l'Assemblée de l'autre, instance commune à toutes les cités. Plus les pouvoirs des premiers l'emportent sur ceux de la seconde, et plus l'on sera porté à qualifier des institutions d'oligarchiques. En Crète, par exemple, les principaux magistrats, les kosmoi, c'est-à-dire ceux qui maintiennent le bon ordre, du grec kosmos, désignent tout à la fois l'ordre de l'univers voulu par les dieux et l'ornement, possèdent l'essentiel de l'autorité. Mais on ne saurait exagérer cette remarque, et l'on constatera que c'est bien dans le cadre de l'Assemblée spartiate que la guerre contre Athènes fut décidée en 431. A l'inverse, le mode de sélection de la boulée athénienne et de la plupart des magistrats, le tirage au sort, les rendait peu sensibles aux sirènes oligarchiques. À ceci près toutefois que les magistrats dotés au 5e siècle des pouvoirs les plus étendus, les stratèges, ne furent jamais tirés au sort mais élus. Pour l'époque classique,
Seules les institutions spartiates sont suffisamment connues pour que nous en dressions une analyse cohérente, non exempte pourtant d'interprétations sujettes à caution. Ces institutions, d'après la traduction, auraient été en quelque sorte livrées, clé en main, par le législateur Lycurgue, figure mythique de Sparte, auquel Plutarque a tenté de donner une consistance historique. En grande partie imaginaire, et pour autant que nous puissions le déduire, elles étaient en place dès le milieu du VIe siècle. Produits de l'époque archaïque, nous pouvons ici faire plus bref. À la base de ces institutions, comme dans toute cité, il y a l'assemblée, l'appella, souvent considérée comme une simple chambre d'enregistrement. Son rôle a été récemment réévalué, sans pour autant que l'on puisse admettre que c'était l'instance prépondérante en toutes occasions. C'est l'appella qui désignait les magistrats selon un mode d'élection mal connu en règle générale, prêtant à sourire aux dires d'aristocrates. Les membres du conseil élus à vie étaient en effet choisis en fonction des cris en leur faveur qui fusaient de l'assemblée. Ce conseil, auquel tout Spartiate avait théoriquement droit de prétendre dès lors qu'il entrait dans sa 60e année, est pour cela désigné sous le terme de Gérousia, ou Conseil des Anciens, était composé de 28 membres. On mesure assez mal l'étendue de ses pouvoirs, mais ce que l'on en sait lui donne une dimension conservatrice qu'Aristote avait de son temps déjà mis en lumière. De fait, à l'époque classique, le pouvoir effectif est basé aux mains des éphores, collège de 5 magistrats élus pour une année seulement, dont le doyen était éponyme. L'un de leurs rôles était de surveiller les deux rois, et l'on doit dire qu'ils s'acquittèrent bien de leurs tâches si on la mesure à la fréquence des destitutions qui nous sont attestées durant cette époque. Mais leur influence allait au-delà. Ainsi, en 431, c'est le discours de l'éphore Sténélaïdas devant l'Apella qui emporte la décision de la guerre face à la position plus accommodante du roi Archidamos. Au début du IVe siècle, les sources évoquent une loi proposée par un éphore, Epitadéus, qui transforma radicalement les conditions de la transmission du cléros dans la cité et permettant en pratique de la vendre. Les études prosopographiques entreprises sur les listes des forts parvenues jusqu'à nous montrent que l'éphorat était exercé par les membres des plus grandes familles spartiates. Et si, comme on le verra plus loin, une telle remarque est avant tout valable pour la démocratique Athènes du 5e siècle, c'est le plus faible nombre de ces familles et leur aspect très fermé qui permet de parler d'une véritable oligarchie. En regard de l'exemple spartiate, les autres exemples sont parcellaires. Ainsi, à Cyrène, sur la côte libyque, une famille, les Bassiades, du nom du fondateur de la cité Bathos, se partagea les magistratures jusque vers les années 440-430, date à laquelle le régime fut remplacé par une démocratie dont nous ne savons à peu près rien. Cette oligarchie familiale, assez proche dans sa structure de ce qu'avait connu Corinthe au 7e siècle avec la dynastie de Bacchiadès, montre la diversité pratique de ce régime politique. L'oligarchie a occupé dans les sources anciennes une place ambiguë. Elle est d'un côté le modèle détesté par les sources d'essence démocratique, les orateurs attiques notamment, qui avaient en mémoire les tentatives oligarchiques de 411 et de 404, l'imposition par les Macédoniens, vainqueurs d'un régime censitaire en 322, n'arrangea pas sa réputation dans les textes postérieurs. L'oligarchie est ici synonyme de violence, de meurtre, de privation de liberté individuelle. De multiples massacres furent perpétrés par les Trente en 404 et collectives en 404 puis en 322, Athènes dut entrer à contre-cœur dans l'alliance de son vainqueur. Mais à l'inverse, Platon a célébré dans les cités idéales qu'il imagina dans la République ou dans les lois une vision oligarchique du monde et Aristote était partisan d'une oligarchie modérée. L'oligarchie n'était en effet pas partout accompagnée de violence et surtout, il apparaît que les Athéniens eux-mêmes ont largement idéalisé leur régime démocratique, surtout quand il était renversé, et ont creusé un peu artificiellement le fossé qui séparait les deux régimes. On va voir à présent que, s'il existait une réelle différence entre oligarchie et démocratie, elle n'était en effet pas aussi grande que certains démocrates athéniens ont voulu le dire. Une preuve, en 432, au moment de voter la guerre, les Lacédémoniens, assemblés, écoutent le débat contradictoire dont on a parlé plus haut entre le roi Archidamos, enclin à une poursuite des actions diplomatiques avec Athènes, et l'effort Sténélaïdas, favorable à une entrée en guerre rapide. Débat qui s'acheva par un vote des citoyens décidant de la guerre. Thucydide, grand 1, 79-87, qui nous prouve que le parler laconique n'était pas toujours de mise à Sparte. Démocratie, démagogie, dont les nuances peuvent être aussi larges que les gouvernements aristocratiques, doit avant toute chose être définie d'un point de vue étymologique
avec la différence dans les mots qui servaient à le désigner. Le terme le plus courant est bien entendu celui de démocratie, forgé à partir de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple, compris comme la totalité de la communauté civique d'une cité. Mais le mot de démos est lui-même ambigu, et pouvait recevoir deux acceptions divergentes, comme en français. La première, celle que l'on a vue plus haut, est une définition large, mais au moins à partir du 5e siècle, le démos désigne aussi une partie de la population du corps civique, la plus nombreuse aussi, celle qui, par sa masse, l'emporte sur les meilleurs. Les sources d'inspiration aristocratique peuvent bien appeler ces couches modestes les méchants, kakoi. Dans la cité athénienne, ce sont ces masses, peu à peu dans le courant du 5e siècle, qui imposent leur définition de la cité. D'autres mots ont été utilisés pour définir le régime démocratique. On a pu parler de démagogie, bien que ce terme n'ait pas eu, au début tout au moins, le sens péjoratif que notre langue lui reconnaît aujourd'hui. Le démagogue, c'est d'abord étymologiquement celui qui éduque, du grec agoger, l'éducation. Le démos est le terme apparaît dans nos sources durant la guerre du Péloponnèse pour qualifier ceux qui ont succédé à Périclès à la tribune de l'Assemblée d'Athènes. Mais la constitution des Athéniens attribuée à Aristote parle de Périclès comme d'un démagogue parmi d'autres. Sans doute la réputation détestable qui a entouré les Cléons, Hyperbolos et autres Cléophon, explique-t-elle pour partie l'évolution négative du mot dès le IVe siècle, à l'époque hellénistique, lorsque tous les régimes des cités se disent démocratiques, en réalité d'essence plutocratique. Polybe préfère employer le terme d'oclocratie, de oklos, mieux rendu par populace en français, pour décrire les dérives populistes du régime démocratique. Les jugements antiques n'ont guère été tendres pour la démocratie, et chose a priori surprenante, c'est à Athènes, fief du système s'il en est, que les critiques furent les plus virulentes et cohérentes. En effet, si l'on accepte les orateurs, qui s'adressaient directement au peuple, et n'avaient donc aucun intérêt à critiquer le régime, les autres auteurs, historiens comme Thucydide ou Xénophon, poètes comiques comme Aristophane, penseurs comme Platon ou Isocrate, tous ont marqué leur distance avec la démocratie, de manière certes différente, en critiquant les évolutions jugées néfastes vers un pouvoir accentué du peuple, voire dans le cas de Platon, en critiquant la démocratie en elle-même. Si aucun d'entre eux n'a été de près ou de loin semble-t-il personnellement mêlé à des agissements pro-oligarchiques, tous ont reproché à la démocratie athénienne de tenir de moins en moins compte de la qualité des naissances des concitoyens et d'ouvrir les responsabilités à des hommes de petites origines. Le cas est patent pour Aristophane, qui s'en prend ouvertement aux hommes nouveaux que sont Cléon ou Hyperbolos. Nouveaux dans le sens où ils ne sont pas issus d'une famille qui, telle celle de Périclès ou Simon, détentrice de grandes propriétés en Attique, et qui tenait depuis presque 2 siècles le haut du pavé dans la cité. Les deux démagogues ne sont pas pauvres du tout, mais symbolisent les évolutions de l'économie et de la société athénienne. Aristophane a beau traiter Cléon de tanneur et Hyperbolos de marchand de lampes, l'un et l'autre sont propriétaires d'un ou de plusieurs ateliers dans lesquels travaillent des esclaves, ce qui leur laisse tout loisir de s'occuper des affaires de la cité. Cléon lui-même, par son mariage, avait intégré une vieille famille de la cité, et rien ne dit même qu'ils étaient des parvenus, au sens où leur fortune serait très récente. Un autre démagogue du temps, Cléophon, pareillement accusé de tous les maux par Aristophane, était le fils d'un citoyen, Cléipides, qui exerça la stratégie. Il y a dans ce mépris quelque chose qui ressemble à la situation de l'ancien régime français, lorsque la noblesse méprisait la bourgeoisie en plein essor, pourtant aussi riche qu'elle et parfois plus. Car c'est l'un des paradoxes de la démocratie grecque, entendons athénienne, puisque c'est la seule que l'on puisse examiner. Si la participation aux affaires publiques est ouverte à tous, ceux que l'on voit influents à la tribune de l'Assemblée, tant au 5e qu'au 4e siècle, font partie de la classe la plus élevée. Comme nous l'avons vu, la guerre du Péloponnèse voit une modification progressive du type de richesse des hommes politiques. Aussi mon Périclès ou Alcibiade, issus de la vieille aristocratie terrienne, succèdent des Cléons, plus tard Démosthène ou Démade, dont la notoriété ne remonte guère plus haut que la génération précédente et dont la fortune puise son origine dans l'artisanat ou le commerce. Si, comme nous allons l'analyser plus loin, la plupart des responsabilités civiques des citoyens finirent par être prises en charge par les finances de la cité, les plus prestigieuses et les plus importantes, la stratégie du 5e siècle, la prise de parole à l'Assemblée au siècle suivant, ne le furent jamais. Pour jouer un rôle majeur dans la vie politique athénienne, il fallait à tout prix être à l'abri du besoin, et ne jamais se préoccuper de quelconque travail quotidien qui aurait éloigné
de l'apnix ou de l'agora. Quant à espérer s'enrichir en faisant de la politique, même si cette critique est des plus récurrentes, il n'y fallait pas trop songer. Les Grecs étaient fort soupçonneux vis-à-vis de toute richesse rapidement acquise, et les condamnations à de très lourdes amendes étaient fréquentes, depuis le temps de Miltiade jusqu'à l'époque de Démosthène. Il fallait être riche, très riche, pour devenir un homme politique à Athènes. L'historiographie moderne paraît avoir, à la suite des orateurs du IVe siècle, exagéré le fossé qui séparait l'oligarchie et la démocratie, et il faut bien admettre que les ressemblances l'emportent sur les différences. Certes, le corps civique d'une cité démocratique est beaucoup plus nombreux que celui d'une cité oligarchique. Pour autant que l'on puisse illustrer cette idée avec des chiffres, les citoyens athéniens étaient environ 50 000 en 431, soit 10 fois plus à peu près que leurs homologues spartiates. Certes encore, le fonctionnement des institutions diverge largement, mais outre que l'importance des nuances existant tant dans les régimes démocratiques que dans les régimes oligarchiques faisait qu'il pouvait être parfois difficile de distinguer une démocratie modérée d'une oligarchie modérée, et créait donc une certaine perméabilité entre les deux systèmes. Les deux genres de gouvernement n'ont jamais imaginé ouvrir l'accès au corps civique. Ce serait une erreur grossière de croire en une bienveillance plus grande à l'égard des non-citoyens de la part des régimes démocratiques. Si Clisthène, au dire d'Hérodote et d'Aristote, a intégré en 508 dans le corps civique des gens qui n'en faisaient pas partie, c'est avant tout pour des motifs purement opportunistes, dans l'optique d'une prise de pouvoir face aux oligarques menée par Isagoras. En conservant pour plus tard l'étude des non-citoyens et de leur place dans les sociétés, tout au contraire, c'est quand elle marche vers une démocratie de plus en plus assurée qu'Athènes, en 451, décide de ne réserver la citoyenneté qu'aux enfants issus de 2 parents athéniens, alors qu'auparavant le statut du seul père suffisait. Contradiction à nos seuls yeux d'hommes modernes. Car la cité grecque, quel que soit le régime politique choisi, fonctionne un peu à l'image d'un club de privilégiés dont les membres bénéficient d'un certain nombre d'avantages en veillant jalousement à ne pas les étendre aux autres, sous peine de les voir se réduire. À nouveau, il est périlleux d'avancer des chiffres. Avec une certaine prudence, on pourrait dire qu'à Athènes en 431, le corps civique représentait 10 à 15% de la population totale de l'Attique. Si l'on en croit le résultat du recensement fait peu après 317, cette proportion demeure identique un siècle plus tard. Dans une cité oligarchique comme Sparte, s'il est rigoureusement impossible de préciser, l'on pourrait penser que le pourcentage doit être réduit au moins des 3/4. Et même si la différence n'est pas négligeable, si l'on change d'échelle et de degré, on ne change pour autant pas de nature. Compte tenu de notre méconnaissance de l'évolution politique des cités en dehors d'Athènes, il ne nous est pas possible de toujours comprendre ce qui a déclenché les évolutions vers plus ou moins de démocratie. À Athènes, que la Seconde Guerre médique et l'apport militaire des plus pauvres sur les vaisseaux y soit pour beaucoup, c'est une évidence. Mais la cité, dès la fin du VIe siècle, s'était déjà engagée sur la voie d'un régime démocratique, avec les réformes de Clisthène. Ces dernières forment d'ailleurs l'ossature de la démocratie athénienne sur l'ensemble de la période et, plutôt que reprendre à l'identique les différentes institutions créées pour l'occasion, il est préférable de voir ce qui s'est modifié durant ces 2 siècles. Car le régime athénien n'est pas demeuré figé, et il est allé vers toujours plus de démocratie. Entendons-nous par là un contrôle de plus en plus grand du démos sur ses dirigeants. En effet, les institutions évoluent, mais la méfiance du peuple à l'égard des stratèges et hommes politiques est restée toujours grande. Les magistrats entrant en charge devaient subir un interrogatoire de moralité civique, le dokimasi. Cependant qu'à leur sortie, ils devaient répondre de leurs activités, le eutinai. On peut avoir un autre exemple de ce contrôle avec l'évolution de l'ostracisme, inscrit par Aristote au rang des réformes clisténiennes, même si sa première application, chose étrange, n'eut lieu que 20 ans après. Lorsqu'une procédure d'ostracisme était décidée, chaque citoyen gravait sur un tesson de poterie, ostracon, le nom de celui qui devait quitter la cité pour 10 ans. Le livre ajoute une figure des ostracas au nom de Simon, Thémistocle, Aristote et Périclès. Reprise du livre de Pierre Lévesque, L'Aventure grecque, publié à Armand Collin à Paris en 1993 à la page 262. Conçu au début pour éloigner d'Athènes tous ceux qui manifesteraient des accointances envers la tyrannie, rappelons qu'en 490, les Perses avaient tenté de remettre en selle l'ancien tyran Hippias, l'ostracisme se transforma bientôt en une arme aux mains du peuple pour arbitrer les querelles personnelles et politiques, jusqu'à ce que la procédure, à l'issue de laquelle Hyperbolos fut éliminé en 417, ne montrât les limites du système. En effet, alors que la sentence allait toucher Alcibiade ou Nicias,
Les deux hommes s'entendirent et, aidés de leurs partisans, firent retomber l'ostracisme sur Hyperbolos. Cette manœuvre, en retardant le dénouement de l'opposition entre les deux hommes jusqu'au moment de l'expédition en Sicile, avait les conséquences que l'on sait, discrédita l'institution, qui fut oubliée et abandonnée mais non abolie. C'est là une attitude bien grecque de refuser la suppression d'une ancienne pratique, puisque Aristote en parle encore dans la Constitution des Athéniens vers 325, comme d'une institution toujours inscrite dans les lois de la cité. À la fin du 5e ou au 6e siècle, l'ostracisme fut relayé par une accusation de haute trahison, eisangelia, moins contraignante à porter devant le peuple et par conséquent beaucoup plus souvent employée. Elle pouvait se terminer par des amendes, l'exil perpétuel ou même la mort, et une telle peine capitale fut prononcée et exécutée à l'encontre d'ambassadeurs qui avaient failli comme Philocratès après la paix décevante qui porte son nom en 346, ou de stratèges malheureux, à l'exemple de Lysiclès qui commandait la phalange athénienne à Chéronée en 338. Le futur historien Thucydide, alors stratège, fut quant à lui condamné à l'exil pour ne pas avoir su éviter la prise de la cité d'Amphipolis par les Spartiates, menée par Brasidas en 424. En préalable à ce contrôle accentué du démos, son importance dans les institutions elles-mêmes ne cessa de grandir et s'accompagna d'une rétribution de plus en plus étendue des citoyens pour leur temps passé au service de la cité. Ces salaires, mistoi, dont les oligarques reprochaient tant à la démocratie athénienne, furent mis en place progressivement et devaient permettre à chacun de ne pas travailler pendant qu'il s'occupait des affaires de l'État. Ce n'était jamais que l'extension à tous les citoyens, quel que soit son degré de fortune, du droit aristocratique de faire son travail de citoyen, et il n'est pas exagéré de dire que c'était la condition sine qua non d'une véritable démocratie. Les oligarques athéniens ne s'y trompèrent pas. En supprimant en 411 comme en 404 ces indemnités, façon pour eux d'affirmer que les affaires publiques devaient être régies par ceux qui avaient véritablement les moyens de vivre sans travailler par eux-mêmes. Vers le milieu du 5e siècle fut mis en place le salaire des juges, le mistos eliastikos. Puis au début du 4e siècle, l'indemnité de présence à l'Assemblée, le mistos ecclesiastikos, fut introduite. De tels salaires, même réévalués au cours de la période, ne furent jamais considérables et ne correspondaient guère qu'à une journée de travail d'un artisan. En aucun cas, ils ne pouvaient enrichir leurs bénéficiaires, au contraire de ce qu'avançaient leurs adversaires de la démocratie. Mais en raison du nombre de charges peu à peu rémunérées, le fonctionnement de la démocratie finit par coûter cher, et comme il y avait peu à espérer des revenus de la cité, qui passaient dans d'autres postes de dépenses, ce sont de fait les revenus de l'Empire d'Athènes qui, au 5e siècle, permirent l'entretien de la démocratie. Et c'est à nos yeux un autre paradoxe de la démocratie athénienne que de voir l'impérialisme devenir la condition première du développement de la démocratie. On en comprend tout à fait aisément le cheminement, et il n'y a donc nulle contradiction, aux yeux des Athéniens du temps, d'être à la fois démocrates et impérialistes. L'on ne s'étonnera donc pas de constater que les classes sociales les plus basses, qui formaient l'essentiel des rameurs de la flotte, les plus ardents partisans du régime, étaient aussi celles qui étaient les plus enclins à soutenir une expédition militaire. L'aventure de Sicile, décidée en 415, illustre bien cette attitude. Une analyse dépourvue de tout cynisme pourrait néanmoins prouver que les Athéniens ne furent pas les seuls dans l'histoire à pratiquer ce que nous considérons à tort pour un double langage. Sans utiliser d'exemple trop récent, on rappellera la France de Jules Ferry, qui crée l'instruction publique gratuite et obligatoire, grande avancée démocratique s'il en est, et organise la colonisation du Tonkin. Les 4 classes censitaires soloniennes, qui, depuis le début du VIe siècle, répartissaient les citoyens selon leurs revenus, perdurent au moins au IVe siècle. Leur attestation est avérée encore dans une inscription de 338, et forment en quelque sorte les fondations du régime. La magistrature la plus honorifique de la cité, l'archontat, fut ouverte en 457-456 à la 3e classe, celle des Eugites. En parallèle, les pouvoirs de la haute et vénérable assemblée de la cité, l'aréopage, formaient des archontes sortis de charge, dont Échille, dans les Euménides, a imaginé la mise en place par la déesse elle-même, furent rognés. En 461, un certain Éphialtès, dont nous ne connaissons que le nom, profita de l'absence de quelques milliers d'hoplites, conduits par Simon au secours des Spartiates, menacés par la révolte de leurs ilotes, pour faire voter une loi qui réduisait les pouvoirs de l'aéropage au seul crime de sang, alors que cette assemblée avait pris l'habitude, récente ou ancienne, on ne sait pas, d'intervenir en un sens aristocratique, comme on l'entend bien en raison du recrutement de ses membres. C'est le Conseil des 500, la boulée, assemblée renouvelée annuellement et recrutée par le principe démocratique entre tous, du tirage au sort,
qui devait récupérer les pouvoirs législatifs de l'aréopage. Ce tirage au sort se faisait à l'intérieur du cadre clisténien, des dèmes et des 10 tribus. Chacune d'entre elles envoyait 50 conseillers et à tour de rôle exerçait, durant un dixième de l'année, la prytanie, la permanence des activités. Tous les jours, un épistate, des prytanes, était désigné, qui avait la responsabilité du trésor de la cité et pouvait être considéré comme l'éphémère chef de l'État. Au IVe siècle, durant la prytanie d'une tribu, les 9 autres étaient représentés par l'intermédiaire d'un bureau de 9 proèdres, qui présidaient les travaux du conseil. La boulée avait pour rôle de préparer le travail de l'ecclésia, en l'encadrant. Sans doute méfiants envers eux-mêmes, les Athéniens imaginèrent avec la boulée un garde-fou aux tendances épidermiques et émotionnelles de l'Assemblée. En effet, il ne lui était pas possible de délibérer sur un sujet qui n'eût été préalablement examiné et approuvé par le Conseil, et cet accord, le proboulema, était indispensable pour la validité d'une décision. À tout prendre, c'est bien avec cette révolution d'Éphialtès que se met en place ce que bien des historiens ont désigné sous le nom de démocratie radicale, bien plus qu'après la mort de Périclès et l'arrivée aux affaires de ces hommes nouveaux qui correspondent à l'entrée dans la guerre du Péloponnèse. Mais au 5e comme au 4e siècle, c'est l'Assemblée du peuple, Ecclésia, qui est à Athènes source de tout pouvoir. Nous manquons de connaissances pour les autres cités, qui, seuls, nous permettraient de savoir ce qui était original à Athènes et ce qui ne l'était pas, et il est par conséquent difficile de prendre Athènes pour le modèle de la cité grecque. Tous les magistrats élus le sont par l'Assemblée. Les stratèges, par exemple, un par tribu, jusqu'au milieu du 5e siècle, puis sans distinction tribale. Mais ces stratèges pouvaient être relevés de leurs fonctions sur simple volonté populaire, et de tels exemples sont fort nombreux. Périclès lui-même fut destitué de sa charge en 430 en raison du mécontentement des Athéniens frappés par les invasions de l'Attique. Au siècle suivant, les mentions de stratèges déçus de leur commandement sont plus fréquentes. Encore, tel Chabrias, l'un des plus brillants commandants athéniens, destitué en 357-356. L'Assemblée vote également la guerre et la paix, puis, à partir de la guerre du Péloponnèse, les levées de l'impôt de guerre exceptionnel, l'Eisphora. L'Ecclésia se réunit environ tous les 10 jours, et, pour les affaires importantes, l'ostracisme par exemple, il fallait réunir un quorum de 6000 présents. Chiffre qui, rapporté au nombre de citoyens effectifs, semble bien faible. Si l'on part de l'hypothèse de 50 000 citoyens en 431, ou de 30 000 durant le IVe siècle, l'on voit que ce seuil ne concerne qu'un citoyen sur 9 ou sur 5, ce qui a servi d'argument pour évoquer une désaffection progressive des Athéniens. Accusation partiale. L'apparition du mistos ecclesiasticos au début du IVe siècle fut avant tout une réponse à la diminution effective du nombre de citoyens après la guerre du Péloponnèse, et si une majorité d'Athéniens ne participait pas régulièrement aux travaux de l'Assemblée, il ne faut pas négliger le fait que beaucoup d'entre eux vivaient encore à la campagne. Une journée de marche était nécessaire pour venir de Rhamnonte ou de Sounion, les dèmes les plus éloignés de la ville, et l'on conçoit assez bien que seules des affaires majeures pouvaient susciter un tel déplacement. La vie quotidienne des Athéniens, surtout ceux de la campagne, s'organisait dans les cadres des dèmes, et le fonctionnement de ces derniers était peu ou prou calqué sur celui de la cité, avec une assemblée et un conseil de dèmes. Si l'on veut sous-peser honnêtement la participation des Athéniens aux affaires publiques, la dimension locale ne doit pas être négligée. Les institutions et la vie politique se sophistiquèrent progressivement. L'assemblée votait des décrets, entreposés dans les archives de la cité, dont les termes pouvaient éventuellement contredire ceux d'un décret préalablement voté. Cette complexité croissante est pour beaucoup dans l'évolution des dirigeants à Athènes. Au cours du 5e siècle, les exemples de Thémistocle, Cimon, Périclès, Alcibiade ou Nicias montrent que commandement militaire et influence politique vont de pair, et les Athéniens suivent sur le champ de bataille ceux qu'ils écoutent à l'Assemblée. Avec la fin de la guerre du Péloponnèse et durant tout le IVe siècle, la situation se transforme. Tandis que les stratèges deviennent de véritables professionnels de la guerre, Chabrias, Iphicrate, Timothée, Diopéitès, la direction de l'Assemblée est de plus en plus confiée à des professionnels des affaires politiques. Les politeuoménoi, mot à mot, ceux qui s'occupent des affaires de la cité, les Démosthènes, Échine, Hypérides et autres démades. Cette évolution a souvent été mise en rapport avec la complexité grandissante de la stratégie militaire, ce qui n'est pas faux, et l'on cite à rebours fréquemment le cas de Sophocle. Lauréat en 441 avec sa stratégie Antigone,
Il est élu stratège la même année, moins pour d'hypothétiques qualités de tacticien que par la certitude des Athéniens en le désignant à cette charge d'élire un bon citoyen, en qui l'on peut avoir confiance. Mais ce serait oublier que cette évolution a aussi à Athènes une origine législative. Il était devenu, au IVe siècle, de plus en plus difficile de maîtriser la connaissance des lois et décrets qui avaient tendance à s'empiler, et seuls de vrais professionnels de la politique étaient aptes à le faire. L'une des qualités et particularités de Démosthène fut précisément d'aller rechercher dans les archives de quoi alimenter son argumentation. Leptine 31-33, pour la source. Cette séparation du pouvoir, militaire et politique, dont les conséquences furent réelles sur le fonctionnement de la démocratie, est une spécificité athénienne. À Thèbes, par exemple, des hommes comme Épaminondas ou Pélopidas cumulaient encore les deux formes de pouvoir, preuve sans doute de l'originalité politique d'Athènes. Mais il ne convient pas d'exagérer ces conséquences, et l'on évitera de penser que les stratèges étaient devenus indépendants des autorités civiques et s'étaient arrogé le droit de mener des guerres servant leurs intérêts personnels. Le grand nombre de destitutions de stratèges par l'Ecclésia prouvent assez que la surveillance des généraux est au IVe siècle toujours aussi sourcilleuse que par le passé. Cette question en soulève une autre, à savoir la place des hommes dans la vie d'une cité démocratique, et singulièrement ce que l'on appelle les grands hommes. Elle est loin d'être commode à résoudre. Au début du siècle, un Miltiade, qui commandait l'armée athénienne à Marathon, ne put jamais se dire dans la cité le vainqueur de la bataille. Jaloux de leurs prérogatives, mais aussi parce que les stratèges à cette période ne pensaient pas à l'issue du combat, par une science de la guerre très élaborée, les Athéniens n'auraient pas supporté que le nom de leur général fût même mentionné sur les dédicaces offertes après la victoire. L'on a vu d'ailleurs que, dès l'année suivante, Miltiade fut condamné à une lourde amende pour avoir proposé une campagne contre Paros, qui s'avéra désastreuse. Ce ne fut véritablement qu'après sa mort, et surtout avec l'accession au pouvoir de son fils Simone, que son aura se reconstruisit. La situation se transforme nettement par la suite. Cléon est honoré à la suite de son exploit de Pylos, et en 375, Timothée obtient le privilège, inouï un siècle auparavant, d'avoir de son vivant une statue à son effigie sur l'agora et sur l'acropole. Le cas de Périclès pose toujours problème. Il est en effet décrit par Thucydide, en un paragraphe fameux, comme un personnage hors du commun, très au-dessus de ses concitoyens. Je cite. « Durant tout le temps qu'il fut, durant la paix, à la tête de la cité, il la dirigea avec mesure, métrios, et assura sa sécurité, et elle parvint, sous son autorité, à l'apogée de sa puissance. Et lorsque la guerre éclata, il apprécia au mieux ce qui faisait sa force. » Fin de citation. L'admiration de l'historien pour l'homme, reprise à l'unisson et amplifiée par les sources postérieures, notamment Plutarque, dans l'ouvrage Périclès 15-16, est sans borne, et nous devons nous demander dans quelle mesure il a évoqué une figure réelle ou dans quelle mesure il a idéalisé le personnage. L'idéalisation est avérée, au moins chez quelques historiens modernes qui ont imaginé un siècle de Périclès, pour désigner la période de grandeur d'Athènes en s'appuyant sur le fort célèbre oraison funèbre, dans laquelle le stratège exalte à l'infini l'image d'Athènes et que l'on a souvent pris pour argent comptant, sans trop d'esprit critique. Source Thucydide, grand 2, 35-46. Or, c'est sur ce point qu'il convient d'être, en premier lieu, quelque peu méfiant. La période durant laquelle s'exerce de façon institutionnelle le pouvoir de Périclès est finalement réduite. Elle est celle des 15 années au cours desquelles il fut réélu stratège, performance tout à fait remarquable, moins cependant qu'au IVe siècle où l'itération de la charge entre les mains de professionnels de la guerre devint une habitude. C'est vraiment à partir du moment, en 445, où celui qui faisait figure de son opposant le plus déterminé, Thucydide, fils de Mélésia, à ne pas confondre avec son homonyme historien, fut ostracisé, qu'il est institutionnellement établi. Mais même alors, le pouvoir de Périclès ne fut pas sans partage, puisqu'il n'était, à proprement parler, que l'un des 10 stratèges. Son influence réelle ne saurait toutefois se réduire à ses multiples stratégies. Périclès, né vers 495, est l'un des représentants de l'une des plus glorieuses familles athéniennes, celle des Alcméonides, petit-neveu du législateur Clystène, fils de Xanthippe, stratège durant les guerres médiques. Il se faisait remarquer dès 472 en étant corrège des Perses d'Échille. Aristote lui attribue la paternité de la loi de 451 qui réserva la citoyenneté aux enfants issus de 2 Athéniens, ce qui tend à montrer que son influence préexistait à sa longue liste de stratégies.
Certains, à la suite de Plutarque, source Périclès grand 7, 7-8, veulent voir en lui l'inspirateur de décisions plus importantes encore, et Éphialtès passe aux yeux du biographe comme un jeune homme qui agissait en fait pour le compte de Périclès. Ce serait donc ce dernier qui aurait organisé en sous-main l'offensive législative contre l'Aréopage en 461, ce qu'Aristote pour le même épisode ne confirme pas. En fait, Périclès avait alors à peine dépassé la trentaine, et il est fort peu probable que son pouvoir fût à ce point élevé dès ce moment. L'expression fameuse de Thucydide, grand de 65-9, selon qui le régime politique athénien, sous l'autorité de Périclès, était dans les mots le logos, une démocratie, mais dans la pratique, soit ergon pour les Grecs, le gouvernement du premier Rome, protos aner, marque tout autant que les contours exacts du pouvoir de Périclès, les réticences de l'historien vis-à-vis du système démocratique. En quelque sorte, celui-ci n'est bon, pour Thucydide, que lorsqu'un dirigeant, d'origine aristocratique, s'entend, possède assez d'ascendant sur le peuple pour ne pas être appliqué. En fait, Périclès détient une forme d'autorité morale au même titre avant lui que Solon ou Thémistocle. Après lui, Cléon, Hyperbolos ou Cléophon. Les démagogues, comme on l'a vu plus haut, ou ceux qu'Aristote désigne sous le nom générique de prostataï, tout démou, inspirateur mieux que patron du peuple, parmi lesquels il range Périclès en personne. Périclès avait donc une autorité personnelle indéniable. Aristophane, même s'il la tourne en ridicule, la confirme. Mais le portrait brossé par Thucydide souffre en réalité d'un défaut majeur. Il sert à noircir la figure de ceux qui lui ont succédé à la tribune, au premier rang desquels Cléon, avec lequel l'historien avait d'une part des comptes personnels à régler, c'est à l'époque de sa domination qu'il fut exilé, et représentait d'autre part une classe sociale, celle des artisans, bien éloignée de l'aristocratie terrienne dont Périclès et Thucydide étaient issus. Ce n'est pas minimiser les qualités de Périclès que de lire d'un œil critique son éloge par Thucydide, c'est l'intégrer dans une perspective plus large, qui englobe la haine ressentie par l'historien envers les démagogues. C'est aussi et surtout pour nous, ainsi que l'a montré une belle biographie récente du personnage, comprendre la place du grand homme dans la société démocratique athénienne et les relations qu'il entretient avec le peuple. En d'autres termes, évoquer la statue de Périclès dans la cité, ce n'est rien d'autre que chercher à saisir le fonctionnement d'une démocratie. Parlant des démocrates, on voit que, presque inévitablement, l'on a été amené à parler de la seule Athènes, bien qu'il y en eût d'autres, comme à Argos, mais moins documentées. C'est que, on l'a dit, les sources imposent cette démarche. Il faut pourtant résister à l'idée de voir en Athènes un modèle de cité grecque. Tout au contraire, pourrait-on dire, Athènes fut une sorte de monstruosité. Par sa taille d'abord, son histoire exceptionnelle ensuite. Les institutions athéniennes ont peu d'antécédents. Par contre, elles servirent par la suite d'exemple à suivre ou à éviter. Les regroupements de cités. Le principe même de la cité offre une tendance à l'éclatement que les Grecs ont tenté de pallier par la recherche de voies de regroupement extrêmement diverses, selon qu'elles étaient choisies de leur plein gré par deux ou plusieurs cités, ou bien imposées de l'extérieur par une communauté plus puissante. Le degré d'intégration a aussi beaucoup varié, depuis un simple accord de non-agression jusqu'à la forme ultime de la fusion de deux ou de plusieurs cités en une seule. Il est complexe, comme on va le voir, de présenter un éventail de possibilités aussi variées. Isopolitie, sympolitie et syneusisme. Ces trois formes de regroupement sont classées ici et représentées selon une intégration croissante. L'isopolitie, de isos égale et politeia citoyenneté, est une sorte d'échange de la citoyenneté. Les membres de deux communautés, tout en conservant leur statut propre, bénéficient, dans le cas où ils s'installeraient dans la cité amie, des droits complets des citoyens. C'est en pratique un accord diplomatique entre deux cités qui se considèrent comme suffisamment alliées et amies, mais pas forcément voisines, pour faire cet échange de citoyenneté, mais seuls quelques citoyens de deux communautés pouvaient bénéficier concrètement de cet accord en s'installant dans la cité correspondante. Ainsi, en 405, les Athéniens accordent aux Samiens le droit de cité, Impérialisme et démocratie numéro 31-32 pour la source, les Samiens devenant collectivement des Athéniens et vice-versa. Mais cet exemple montre en lui-même les limites de l'isopolitie. On n'imagine pas que, au temps de leur puissance maximale, les Athéniens aient envisagé de partager ce qu'ils considéraient comme un avantage majeur. Souvent, l'isopolitie était votée de concert avec l'épigamie, c'est-à-dire le droit de contracter un mariage juridiquement reconnu par les autorités, offrant donc toutes les garanties de citoyenneté pour les enfants qui en seraient issus.
En 427, les Athéniens accordèrent ainsi l'épigamie aux Platéens, réfugiés après la destruction de leur cité par les Spartiates. Isocrate, Plataïque, 51 pour la source. La Sympolicie va plus loin dans la fusion des communautés qui la décident. Les exemples dont nous pouvons exciper montrent que, en règle générale, la Sympolicie concerne des cités voisines. Il s'agit en fait d'une citoyenneté, politeia, commune à deux ou plusieurs cités qui acceptent de déléguer une partie des décisions, revenant en principe à chacune d'entre elles à une autorité supérieure. Les formes de cette délégation nous paraissent aussi variables que les exemples à notre disposition. Le cas peut-être le plus intéressant est celui de l'île de Chéos. Diverses inscriptions des années 394-360 montrent que si les trois cités de Iulius, Cartaïa et Chorésia, à l'origine de l'État chéien, existaient toujours, il leur était reconnu de l'extérieur un statut original qui amena les Athéniens par exemple à intégrer les trois cités dans l'alliance de 377, sous l'expression passablement alambiquée de « parmi les Chéiens, les gens de Iulius, Cartaïa et Chorésia ». Il devait exister des institutions communes sur lesquelles nous sommes fort mal renseignés, et les trois cités frappèrent monnaie individuellement, tout en utilisant des thèmes iconographiques identiques. Le synosisme est le type achevé d'intégration de deux ou plusieurs cités dans un même ensemble, comme l'indique l'étymologie syn avec et oikismos fondation. Le synosisme est donc une fondation commune. C'est, pour autant que nous puissions le comprendre, ainsi qu'Athènes a pu atteindre la taille immense à l'échelle d'une cité grecque qui fut la sienne dès l'époque archaïque. La plupart des synosismes dont on peut soupçonner l'existence sont d'ailleurs antérieurs à l'époque classique. Pour celle-ci, celui de Rhodes est le mieux connoté. Au 5e siècle, l'île était encore divisée en trois cités indépendantes, Lindos, Camiros et Ialisos. Certes, depuis longtemps, existait une communauté d'intérêt parmi les Rhodiens, et le catalogue des vaisseaux homériques présente un seul roi, Tépolemos, commandant trois groupes, dans l'Iliade, Grand 2, 654-655, preuve d'une entente dont il n'est pas possible de préciser la forme juridique exacte, remontant haut dans le temps. En 408-407, prise dans le tourbillon de la guerre du Péloponnèse, les trois cités de l'île décidèrent de fusionner en une seule, qui prit naturellement le nom de l'île, Rhodes. Une nouvelle ville, construite au bord de l'île, face au continent, au plus près des intérêts économiques et politiques de la nouvelle cité, fut bâtie. Quant aux trois anciennes cités, elles devinrent de simples communautés de base, des démesses. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la puissance ultérieure de Rhodes, à l'époque hellénistique, puise en priorité son origine dans ce groupement réussi, parce que volontaire des trois cités. Mais peut-être par attachement viscéral à leur communauté d'origine, les types les plus avancés d'union de cités, que sont les synosismes, sont finalement très rares dans l'époque classique. Toutefois, la raison fondamentale de cette quasi-absence réside ailleurs. Les puissances hégémoniques dont l'impérialisme plane sur l'histoire du monde grec classique n'avaient pas intérêt à voir se multiplier les regroupements de cités, car il était plus aisé de commander à des sujets divisés qu'à des alliés unis. Divers épisodes montrent comment les grandes cités ont tenté de prévenir ou de supprimer toute forme de regroupement. En 385, la cité de Matinée disparaît après une révolte manquée contre les Spartiates et est éclatée en plusieurs villages, les Comailles, autonomes faisant disparaître son antique synosisme. Après l'échec de la rébellion de 364-362 contre les Athéniens, l'État chéien disparaît et les insulaires doivent désormais se gouverner par cités. Source à Impérialisme et démocratie numéro 68. En fait, et on comprend aisément pourquoi, les cités hégémoniques préféraient la formation de systèmes d'alliances dont elles avaient la maîtrise. Les confédérations de cités. Il existe dans ce domaine aussi plusieurs mots pour parler de ces ligues ou confédérations érigées sous la férule d'une puissance hégémonique, mots qui rendent compte avec précision ou non de la diversité des situations. Mais dans tous les cas, ces confédérations se refusent, au moins dans la théorie et le discours public, à toucher à l'autonomie des cités. Chacun des membres volontaires conserve les attributs de la liberté, interne et externe, et à aucun moment des rapprochements visant à la création d'une citoyenneté unique ne sont envisagés. Cela pour la théorie, car la pratique offrit de bien étranges interprétations de cette règle de base. Il est possible de voir un nom neutre qualifier une ligue, koinon, mot à mot la communauté, mais puisque le but premier de ces fédérations de cités était de combattre ensemble, c'est-à-dire d'accepter d'avoir mêmes amis et mêmes ennemis, le terme le plus fréquent utilisé était celui de symarchie, de makia, le combat commun. Tel est le fondement de la Ligue péloponnésienne, créée autour de Sparte au cours du VIe siècle.
Une symmachie ne possède aucun organe fédéral permanent dans lequel les différents membres se concerteraient pour envisager une politique ou une action commune. On devine des discours quand c'est nécessaire. C'est patent en 431, lorsque ce sont les cités alliées de Sparte qui poussent celle-ci à entrer en guerre. Mais pas autre chose. L'absence d'instance fédérale implique ipso facto que le choix des entreprises militaires, les seules que la Ligue puisse a priori engager, revient à la cité qui a organisé cette symmachie. Elle est l'hégémon, la première, et son rôle ne se limite pas au seul commandement des armées en campagne. De fait, c'est tout le pan que nous appellerions aujourd'hui la politique étrangère des cités du Péloponnèse qui est pris en charge par Sparte. Avoir mêmes amis et mêmes ennemis, c'est accepter de gré ou de force que la cité hégémonique dicte ses décisions selon ses propres intérêts et non selon des perspectives communes. Il était par conséquent préférable pour Sparte de favoriser l'émergence et le maintien dans les cités satellites du gouvernement oligarchique. Ce qui implique, bien entendu, une extension de la domination de Sparte vers un secteur, l'autonomie interne des membres, qui n'était pas en théorie du ressort de la symmachie. Les rares tentatives, jusqu'en 371, de sortir de la Ligue furent systématiquement combattues, qu'il s'agisse de Mantinée en 417 ou d'Hélice en 400. Au nom de l'autonomie des cités, les Spartiates refusèrent de reconnaître l'existence de ligues internes au Péloponnèse, et pas davantage à l'extérieur de ce dernier, du moins lorsque, entre 386 et 371, ils en eurent la possibilité concrète. C'est la raison pour laquelle il fallut attendre l'effondrement de la puissance spartiate au lendemain de l'Euctre pour assister à la création par les Thébains de la Confédération arcadienne, destinée, dans leur esprit, à servir de menace permanente sur les flancs septentrionaux de la Laconie. Le contrôle le plus ferme possible du Péloponnèse par Sparte avait sans doute un dessein hégémonique, mais il ne se limitait pas à cela. L'organisation socio-économique complexe de la cité, dont on tentera plus loin de démêler les fils embrouillés, rendait indispensable la présence, aux frontières de l'État spartiate, de gouvernements qui ne tenteraient pas de soulever les populations asservies de Laconie et de Messénie, les Ilotes. La survie de la cité en dépendait, et on le vit bien après 371, lorsqu'elle fut, après la révolte des Ilotes de Messénie, amputée de la moitié de son territoire et de l'essentiel de sa puissance militaire. En fait, les structures de l'État spartiate et l'organisation de la Ligue péloponnésienne étaient adaptées à une hégémonie limitée dans l'espace, mais plus du tout à un empire maritime que la cité dirigea après 404. Polybe le comprit bien, avec un recul de 2 siècles. Citation. En effet, tant qu'ils ne visèrent qu'à régner sur leurs voisins, voire sur le Péloponnèse dans son ensemble, ils purent se contenter des ressources dont ils disposaient en Laconie, où ils pouvaient retrouver tout ce dont ils avaient besoin. Le chemin à parcourir n'était pas long, soit pour rentrer chez eux, soit pour se faire ravitailler. Mais lorsqu'ils entreprirent de mener des flottes à la mer et d'envoyer leurs troupes faire campagne hors du Péloponnèse, leur monnaie de fer et les systèmes de troc par lesquels ils disposaient de produits sur leur sol pour se procurer ce qui leur manquait, tels qu'ils avaient été établis par la législature de Lycurgue, ne purent évidemment plus leur suffire. Il leur fallut désormais utiliser la monnaie ayant cours partout et prendre à leur solde des mercenaires étrangers. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent contraints de demander de l'argent aux Perses, d'imposer des tributs aux cités insulaires et de lever des contributions parmi tous les Grecs. Ils s'étaient rendus compte que, s'ils s'en tenaient au seul règlement édicté par Lycurgue, il leur serait impossible non seulement d'aspirer à l'hégémonie sur les Grecs, mais encore de nourrir les moindres visées expansionnistes. Polybe, grand 6, 7, 49 pour la source. Le principe de la symmachie ne fut pas confiné au Péloponnèse. Une organisation de ce genre fut mise en place lorsque la trentaine de cités grecques unies décidèrent en 481 de résister à la poussée achéménide en Grèce. Cette ligue hellénique, fondée à Corinthe, fonctionnait un peu comme une extension à d'autres cités extérieures au Péloponnèse, de la ligue dont Sparte détenait l'hégémonie. Durant tous les combats de la Seconde Guerre médique, ce furent les Spartiates qui commandèrent les troupes, y compris sur mer, où ils n'étaient pourtant guère habitués à se battre. L'on dit souvent que l'Athénien Thémistocle commandait la flotte grecque à la bataille de Salamine, mais c'était en réalité le Spartiate Eurybiade, que Thémistocle dut convaincre du bien fondé de sa tactique, qui avait la direction des opérations navales. Cette extension hors de la péninsule était motivée par un danger perse. La victoire finale des Grecs coalisés rendit caduque sa poursuite aux yeux des Spartiates, et c'est la raison pour laquelle ils se retirèrent de la Ligue hellénique en 478, laissant aux Athéniens l'hégémonie pour terminer les opérations. L'intérêt de Sparte ne résidait, en effet, pas dans le contrôle du territoire de l'Hellespont, mais on n'en dira pas autant de celui d'Athènes. On a analysé dans quelles conditions le retrait spartiate
donnait la première place à Athènes, qui décida, avec l'accord des cités désormais membres de l'Alliance hellénique, au lendemain de la victoire, dans les îles de l'Égée comme sur le littoral égéen de l'Asie mineure, la création d'un nouveau type de confédération. L'esprit demeurait, celui d'une symmachie, puisque la Ligue, que l'on n'allait pas tarder à désigner par l'expression Ligue de Délos, en raison de son centre théorique installé dans l'île sanctuaire de Délos, avait pour but affiché, sans nul doute sincère, d'organiser militairement les cités adhérentes afin d'éviter une nouvelle offensive perse, quand en vérité rien ne permettait d'exclure en 478. Pour la raison pour laquelle il fut stipulé que chacun participait à la défense selon ses moyens, le quote-part des membres, ou phoros, calculé en vaisseaux de combat équipés et montés, pouvait être aussi acquitté en espèces, et la caisse fédérale, entreposée à Délos, devait être gardée par un bateau d'Hélénotames, soit les trésoriers des Grecs, qui, dès le début, pour autant que nous le sachions, furent tous des Athéniens. Si elle est créée selon la forme traditionnelle de la symmachie, la Ligue de Délos fut bien plus que cela, ou plutôt autre chose, et tandis que la Ligue péloponnésienne servait les intérêts de Sparte dans le seul cadre de la péninsule et avec une perspective conservatrice, rien ne pouvait bouger. La Ligue de Délos devint peu à peu, on l'a vu plus haut, un instrument au service du développement presque illimité d'Athènes. L'histoire de cette ligue est celle des empiètements progressifs de la cité hégémonique sur des alliés, Symmachoi, devenus bientôt des sujets, Hypekoi. Et l'on a montré que les révoltes, matées, tant que la puissance militaire athénienne le permettait, agitèrent très tôt la Ligue. Les différences entre les ligues péloponnésiennes et athéniennes sont sensibles, tant dans leur but que dans leur fonctionnement, mais un certain parallélisme doit être signalé dans la façon dont Athènes ou Sparte ont considéré leurs alliés, en pratique comme des cités soumises. On devine une incapacité à penser une alliance équitable, sans doute parce que les mentalités grecques, tournées en permanence vers l'esprit de compétition, voyaient les autres communautés politiques en termes exclusifs de rivalités et de domination. Les Athéniens, dans la mesure où le discours de Thucydide leur prête face aux gens de Mélos en 416, petite cité insulaire assiégée, est authentique, n'avaient aucune honte à reconnaître que la domination des faibles par les forts était une loi naturelle et éternelle approuvée par les dieux, et dont ils étaient les détenteurs provisoires. Thucydide, grand 5, 105. Bardés de ce genre de certitude morale, les Grecs trouvaient finalement cette attitude normale, et les cités soumises admettaient leur infériorité pour autant que la communauté dominatrice n'accusait pas de signes de faiblesse. L'embrasement de la Ligue de Délos suit de près le désastre athénien en Sicile, de même que la révolte générale du Péloponnèse est la conséquence de l'effondrement spartiate à Leuctre. Surprenante pourrait paraître la permanence de cette attitude, comme si les enseignements des temps passés, et pourtant pas si lointains, étaient inopérants. Mais en réalité, il ne peut exister d'équilibre dans les relations entre membres d'une confédération qu'à la stricte condition que les écarts de puissance ne soient pas trop grands. Les Athéniens l'avaient dit devant Mélos en 416. Début de citation. Dans le monde des hommes, les arguments de droit n'ont de poids que dans la mesure où les adversaires en présence disposent de moyens de contraintes équivalents, et, si tel n'est pas le cas, les plus forts tirent tout le parti possible de leur puissance tandis que les plus faibles n'ont qu'à se soumettre. Fin de citation, Thucydide, grand 5, 89. Peut-on parler de cynisme? Doit-on parler de franchise? Il ne faut pas déterminer des jugements de nature morale en fonction des critères d'aujourd'hui, ce qui serait un anachronisme total. En fait, pour les Grecs, la puissance, dans tous les sens que ce terme peut posséder, procédait d'une acceptation divine préalable, et dans ces conditions, l'on n'avait point honte de la formuler en termes directs. C'est aussi pour cette raison que cette domination était acceptée par les Alliés, tant qu'ils en retiraient quelques avantages en termes de tranquillité, que la mise en musique de cette domination n'était pas trop lourde à porter, et que cette dernière était assez forte pour ne pas autoriser de rébellions inconsidérées. C'est aussi l'interprétation que l'on peut donner de la seconde confédération athénienne, qui vit le jour en 377 devant les excès impérialistes de Sparte. Une inscription, dans Impérialisme et démocratie numéro 46, nous livre les clauses de l'accord passé entre la cité hégémonique, Athènes, et les cités membres, une soixantaine, soit 3 fois moins environ que pour la Ligue de Délos. On peut y déceler d'incontestables progrès du fédéralisme au IVe siècle, puisque tout ce qui avait été considéré par les alliés du siècle précédent comme d'inacceptables dérives est désormais banni, les Athéniens s'y engageant par serment. Refus des clérouki, des garnisons, du phoros, tout élément qui avait fait de l'hégémonie d'Athènes une domination insupportable. Avec l'affirmation de l'autonomie des cités membres, il y a surtout la création d'une véritable instance fédérale, le Conseil des Alliés, Synhédrion, regroupant tous les membres de l'Alliance, siégeant à Athènes, mais où la cité hégémonique n'était pas représentée.
Le Synédrion se voulait donc un contrepoids aux organes institutionnels athéniens, puisqu'aucune décision fédérale, déclarer la guerre, lever la contribution commune pour financer celle-ci, la syntaxis, n'avait de valeur exécutoire avant d'être ratifiée par lui. On peut parler d'un véritable équilibre entre l'hégémon et les alliés pris dans leur ensemble. Ce que nous savons des premiers temps de l'Alliance va effectivement dans ce sens. Mais la sortie de Thèbes, de la Confédération, privait les cités alliées de la seule puissance capable de contrebalancer les desseins impérialistes d'Athènes, en même temps que l'effondrement de Sparte après la bataille de Leuctre, en 371, enlevait toute justification concrète au maintien de la Ligue. Or, les buts de la Ligue étaient énoncés. Elle se mettait en place afin que les Lacédémoniens laissent les Grecs vivre leur tranquillité, libres et autonomes, et que ces derniers jouissent de tout leur territoire en toute sécurité. Comme en 449, après la paix de Callias, qui consacrait la fin de la menace perse, les Athéniens choisirent de conserver un outil de domination sur le monde grec. L'on a vu précédemment les étapes de la renonciation athénienne aux principes originels de la Confédération et comment par exemple la tentative de sécession de l'île de Chéos fut durement châtiée. La guerre des Alliés, de 357 à 355, en grande partie née de l'attitude impérialiste d'Athènes, vit la sortie de l'alliance des grandes cités de l'Est égéen et mit face à face Athènes et les plus petites cités qui y demeuraient. Il ne pouvait plus désormais être question d'égalité. L'ultime ligue hégémonique de notre période est celle qui s'organisa autour de Philippe II après sa victoire de Chéronée, et que nous appelons Ligue de Corinthe. Cette nouvelle alliance, fruit d'une victoire militaire, ce qui n'était pas le cas de la Confédération athénienne de 377, n'avait quant à elle pas vocation à être équilibrée. Les alliés sont des vaincus et traités comme tels, même si les formes juridiques conservent de fortes réminiscences du traité de 377. Le Synédrion est maintenu. Mais il semble que la représentation des cités y a été proportionnelle à la puissance numérique des membres et des contingents qu'ils devaient fournir, et son seul rôle était d'entériner les décisions prises par l'hégémon. L'autonomie et la liberté des cités étaient évoquées en préambule du traité. Démosthène, sur le traité avec Alexandre, 17-8. Mais Philippe n'avait pas hésité à installer dans quelques-unes d'entre elles, Thèbes, Chalkis, Corinthe, Ambracie, des garnisons dont certaines seraient désignées plus tard sous le nom d'entraves de la Grèce. Enfin, il n'était plus permis de renverser les régimes en place, ni de procéder à des libérations massives d'esclaves, bref, de changer de politeia. Et Philippe avait en préalable pris soin de mettre en place dans plusieurs cités des régimes partisans. En fait, la Ligue de Corinthe était pour Philippe l'instrument destiné à lui assurer la tranquillité en Grèce, alors qu'il s'apprêtait à partir en campagne contre l'Empire perse. En quelque sorte, cette alliance, établie par la force sans le moindre scrupule, rend bien compte de ce que pouvait être une ligue hégémonique poussée à son paroxysme. Mais n'imaginons pas Philippe tel un tyran liberticide des cités grecques. Avec toute la prudence nécessaire lorsqu'on cherche des parallèles, il ne semble pas que la domination de Philippe sur les alliés sujets fût plus rigoureuse qu'en leur temps celle des Athéniens sur les leurs. La différence, c'est que les Macédoniens, vainqueurs incontestés, jouent carte sur table et donnent au mot autonomie ou liberté, une signification d'emblée restrictive, puisque leur concession s'accompagnait le cas échéant de garnison. On peut appeler cela du cynisme. On peut aussi y voir du réalisme. Le principe du regroupement, presque naturel dès lors que les forces centrifuges paraissent l'emporter dans un monde de communautés éclatées à l'extrême, avait-il donc vocation à privilégier systématiquement la formation de ligues hégémoniques ? C'est faire peu cas de la variété des modèles politiques grecs. Car si la cité est la structure à la fois la plus nombreuse et celle pour laquelle nous avons les meilleurs renseignements, elle n'est pas la seule, d'autres communautés de base existaient et d'autres formes de regroupement ont vu le jour. Les organisations ethniques. Sous ce terme, qu'il ne faut pas confondre avec le sens qui est le sien actuellement, l'on désigne des entités politiques regroupées à l'intérieur d'un cadre fédéral autour d'un culte commun, un sanctuaire souvent, d'un héros mythique, l'ethnos ou koinos, de communauté, est pourtant une réalité bien complexe dans la Grèce classique. D'abord parce qu'il peut regrouper des cités aux institutions déjà élaborées, qui délèguent de gré ou de force sous l'impulsion d'une cité plus puissante une partie de leur autonomie. On parlera alors volontiers d'un État fédéral, tel que l'on peut en rencontrer en Thessalie ou en Béotie, puis, au IVe siècle, en Arcadie. Si au contraire les cités sont absentes ou peu nombreuses, tandis que les villages, comailles, dominent le cadre des structures de base, on conservera le terme d'ethnos, le pluriel d'ethné. Plusieurs régions, un peu à l'écart des routes commerciales, vivent dans ce système. En Grèce centrale, c'est lui qui prévaut. L'Acarnanie, l'Étolie, la Locride, la Doride, la Phocide se gouvernent ainsi. Mais le développement urbain embryonnaire, leur intégration limitée dans le commerce,
Leur imbrication modérée dans le processus historique à cette époque explique notre grande ignorance sur leur fonctionnement. On a parfois supposé la carte des ethnées à celle des économies à vocation pastorale, pour illustrer des activités économiques en retard dans ces zones assez lâchement peuplées. Dans un contexte très particulier, celui de la Troisième Guerre sacrée, de 355 à 346, la Phocide apparaît comme un État à forte influence militaire, où le stratège dispose de pouvoirs importants. Mais peut-être ne s'agit-il que d'un phénomène limité dans le temps, nécessité par les conditions mêmes de la guerre. De fait, les États fédéraux qui sont les mieux connus sont la Thessalie, la Boétie et, pour le IVe siècle, l'Arcadie. La Thessalie, grossièrement délimitée par la mer Égée à l'est, le fleuve Péné et la Macédoine au nord, les peuples d'Olope et Épirote à l'ouest et le golfe de Pagassaï ou Volos dans le sud, est une région homogène de vastes plaines, très différente en cela des autres régions de Grèce continentale. S'il existe des cités, Phérès, Larissa, Pharsale, le pays est resté dans son ensemble rural et dominé par de grandes familles aristocratiques qui ont tôt réduit en dépendance une population rurale autochtone, souvent comparée aux ilotes laconiens, les Pénestes. S'il existe un monarque, le Tagos, sa fonction est viagère et non héréditaire et semble se limiter à des pouvoirs de nature militaire. La Thessalie est organisée en 4 tétrades, secteurs destinés à pourvoir au recrutement des soldats. Cette relative concentration explique que, vu de l'intérieur, les auteurs contemporains parlent avant tout de Thessaliens. Il faut noter toutefois que, si le koinon des Thessaliens perdure durant l'époque classique avec, pour nous, de vastes zones d'ombre, on voit une évolution sensible de son fonctionnement, liée pour le IVe siècle au développement très net des cités et à des inimitiés toujours susceptibles de se dresser entre elles, Phérès et Larissa par exemple. Le personnage le mieux connu de cette époque, Jason de Phérès, Tago de Thessalie, dirigeait avant tout une fédération de cités. Pour ce que l'on peut en comprendre alors, la dimension militaire est très nette, et Jason lui-même faisait figure, aux yeux de certains, d'un véritable tyran. Il fut d'ailleurs assassiné. La Béotie, mieux connue, offre un visage différent, bien qu'elle ait des points communs sur le plan géographique avec la Thessalie. Ce sont deux régions de vastes plaines. En effet, les cités ont toujours été importantes et leur existence était antérieure au mouvement fédéral, que nos sources distinguent, il est vrai, fort tard. La seconde caractéristique du fédéralisme béotien tient à la prédominance ou à sa tentative de l'une des cités, Thèbes. L'unité de la Béotie n'a pu se faire à une haute époque, et cette cité a toujours tenté d'imposer sa domination sur ses voisines, si bien que les relations à l'intérieur du koinon sont l'élément essentiel de l'histoire de la Béotie. Les cités qui disputaient à Thèbes son hégémonie sur la Béotie, comme Orchomène, ou celles qui se sentaient menacées dans leur indépendance, comme Thespiès et Platée, cette dernière très tôt, et pour se prémunir d'agressions thébaines, liées à Athènes, supportaient mal les velléités hégémoniques de leurs puissantes voisines. Ce n'est pas un hasard si en 480, devant le médisme des Thébains, Thespiens et Platéens choisirent de rejoindre l'alliance sélénique. L'existence du koinon béotien correspond donc à des périodes de puissance de Thèbes, tandis que sa disparition est contemporaine de phases d'affaiblissement. Ce n'est qu'en 447, profitant des tensions entre Sparte et Athènes, que les Thébains appuyés par Sparte créèrent la Confédération béotienne, qui devait durer jusqu'à la paix de Roi de 386. Restaurée peu de temps après la libération de la Cadmée en 379, elle subsista jusqu'à la défaite thébaine de Chéronée en 338. Les institutions du koinon sont connues grâce à un texte miraculeusement conservé par un papyrus découvert en Égypte. Les cités étaient représentées au prorata de leur population, et sur les 11 districts, mairies, que comptait la Béotie, Thèbes, Orchomène, Platée et Thespiès en disposaient chacune de 2, un district donnant droit chacun à l'envoi de 60 députés au Conseil fédéral, la Boulée, qui se réunissait à Thèbes, et à la nomination d'un béotarque, magistrat, exécutif et militaire élu dans le cadre des cités. À l'autre bout de l'échelle, les 3 petites cités de Coroné, Aliarte et Lébadé ne formaient ensemble qu'un seul district. Si le système était représentatif et donc globalement égalitaire, la prédominance de Thèbes s'accentua lorsque, une fois Platée détruite, les 2 districts de la cité revinrent à Thèbes. Ce système disparut avec la paix du roi. En 371, l'enjeu de la bataille de Leuctre était précisément l'existence ou non d'un nouveau koinon béotien, l'exigence des Thébains pour jurer la paix commune conclue, peu avant entre Athéniens et Spartiates, étant de le faire non point en leur propre nom, mais au titre de l'ensemble des Béotiens.
ce qui aurait valu reconnaissance légale. La victoire sur le champ de bataille signifiait reconnaissance de facto, et le Koinon reprit vie sous forme moins oligarchique puisque, si le conseil n'apparaît pas dans nos sources, une assemblée de tous les Béotiens est attestée. Mais la démocratisation des institutions ne signifiait pas équité entre cités membres, d'autant plus que la reconstitution de la Confédération étant l'œuvre de Thèbes par sa victoire de l'Euctre, l'influence de la cité ne pouvait que s'accroître. La réunion de l'Assemblée se déroulait à Thèbes et seuls les citoyens de cette cité avaient toute commodité pour s'y rendre. Le nombre de districts fut réduit à 7, mais Thèbes à elle seule en regroupait déjà 3, avant même de récupérer les districts dévolus à l'origine à Platée et Thespiès, qui furent détruites dès avant l'Euctre, et à Orchomène, dont la population fut massacrée en 364. Il est clair qu'au IVe siècle du moins, la confédération béotienne était pour Thèbes un instrument visant à dominer l'ensemble de la région, mais avant toute chose à organiser militairement la défense contre les empiètements hégémoniques de Sparte. C'est dans la même optique que fut créée, d'ailleurs sous les auspices de Thèbes, la confédération arcadienne, dans la foulée de l'expédition conduite dans le Péloponnèse par Épaminondas. De manière à renforcer la résistance à Sparte sur sa frontière septentrionale, la création de cette ligue fut accompagnée de la construction d'une nouvelle cité, Mégalopolis, promue de suite capitale, destinée à terme à faire oublier la vieille rivalité entre les deux cités arcadiennes les plus puissantes, Thégée et Mantinée. À l'exception de Mégalopolis, le nombre des représentants des cités au Conseil fédéral, les Damiurgoi, était proportionnel à l'importance de chacune, alors que l'ensemble des Arcadiens pouvait participer à l'ensemble des 10 000. Malgré bien des incertitudes sur le fonctionnement du Koinon, la Ligue arcadienne paraît avoir été celle qui recherchait le plus d'équité entre les cités qui la composaient. Mais la fondation de Mégalopolis, loin de simplifier la situation, ajouta à la confusion attisée par le maintien de l'hostilité ancestrale entre Thégée et Mantinée, qui retrouva de sa force dès lors que Sparte n'était plus une menace. Le fonctionnement de la Ligue fut chaotique, et l'on a vu que des tensions y apparurent très vite, si bien qu'en 362, Thégée et Mantinée se retrouvèrent dans deux camps opposés. Les organisations à base monarchique. La période classique est en quelque sorte une période creuse pour la royauté en Grèce. Entre l'idéalisation du pouvoir royal dans l'Iliade et sa sacralisation après Alexandre, pourtant deux régions du monde grec, aux franges du monde barbare, ont conservé un système monarchique, l'Épire et la Macédoine. L'histoire des institutions épirotes au 5e et 4e siècle est fort mal connue. Et il faudra attendre véritablement le 3e siècle et la geste du roi Pyrrhos pour que les sources littéraires s'intéressent à cette région correspondant aujourd'hui à la Grèce du Nord-Ouest et à l'Albanie méridionale. Son éloignement de la mer Égée, creuset de la civilisation dite classique, son relief très montagneux découpant des vallées encaissées, mal reliées les unes aux autres, explique en grande partie la très lente évolution politique de l'Épire. De fait, au 5e siècle, la région n'est pas unifiée. Si le littoral adriatique a connu une colonisation partielle venue de Corinthe ou de Corcyre, et donc la création de cités comme Épidamne, les trois régions les plus importantes de l'Épire, la Thesprotie au sud, la Chaonie au nord et la Molossie au centre, autour du sanctuaire de Dodone, n'ont qu'un développement urbain encore embryonnaire. Dans cette dernière région, le pouvoir est exercé par un roi au pouvoir héréditaire, qui passait pour descendre d'Achille, mais à dire vrai, c'est surtout au IVe siècle que nous percevons quelque peu le système institutionnel molossien. Le souverain, qui n'avait pas de pouvoirs absolus, était au sommet d'une pyramide fédérale complexe, regroupant sur des niveaux différents des communautés modestes à la base. Au IVe siècle, le royaume des Molosses s'empara de la Thesprotie avant que, au siècle suivant, sous le règne de Pyrrhos, l'Épire n'atteigne l'apogée de sa puissance. Le cas est un peu moins désespéré pour la Macédoine, même si c'est surtout pour la seconde moitié du IVe siècle et donc pour les dernières années de notre période que nous avons les renseignements les plus fournis. La Macédoine est séparée de l'Épire par le haut massif du Pinde et regarde vers la mer Égée, raison pour laquelle Hérodote et Thucydide sont amenés à parler de ces souverains à l'occasion des contacts qu'ils eurent avec les Perses, les Athéniens ou les Spartiates. Délimitée au sud par le massif de l'Olympe, qui la sépare de la Thessalie, et le fleuve Styrmon, au nord-est, qui marque la frontière historique avec la Thrace, la Macédoine du 5e siècle est déjà le produit de conquêtes militaires. Dès 479, le roi Alexandre Ier frappe un monnayage d'argent au type du cavalier à la lance, qu'il ne nous est guère possible de dater. L'on sait seulement que les cités grecques du littoral, issues de la colonisation archaïque, étaient soumises au roi ou revendiquées par lui. Une inscription
dans Impérialisme et démocratie numéro 15, prouve que, si Perdiccas avait dû en 432 céder la cité de Métonée aux Athéniens, il la considérait encore comme partie intégrante de son royaume. Toutefois, la Haute-Macédoine, la plus éloignée de la mer Égée, avait avec le souverain des liens plus lâches. Thucydide précise que des rois, tenus de fournir des contingents lors des opérations militaires mais exerçant leur pouvoir de manière autonome, existaient dans les régions intérieures. Le peu que l'on sait de l'histoire intérieure de Macédoine jusque vers 360 montre que l'équilibre centre-périphérie y est très précaire, et au 5e siècle, plutôt en défaveur du souverain. Quant à la structure même du royaume, il est mal connu avant Philippe. On sait cependant que le terme de macédonien regroupe des peuples assez différents. À l'ouest par exemple, l'influence épirote est certaine, alors qu'à l'est, c'est l'influence thrace qui prévaut, et il n'est pas interdit de parler d'une mosaïque de peuples pour définir la Macédoine du 5e siècle. On devine, avec la domination de Philippe, une centralisation de ces structures autour de la personne du roi. Celui-ci était entouré d'une noblesse héréditaire, désignée à l'époque de Philippe sous le terme de compagnon, etairoi. Le roi lui-même est en effet souvent appelé roi des Macédoniens, et plus rarement roi de Macédoine. Thucydide, Grand II, 95-1. La dynastie au pouvoir, si elle se targue, comme toutes les familles royales, d'une ascendance divine, l'ancêtre commun serait Héraclès, est attestée depuis le 7e siècle. La succession n'est pas strictement héréditaire, puisque, très souvent, la présence est accordée au premier frère du roi. À vrai dire, la vie tumultueuse de la cour macédonienne et la vocation de chef de guerre du monarque macédonien imposèrent une règle de nécessité plus que d'ordre protocolaire pour les successions. On nous rappelle que les complots et les meurtres n'y étaient pas rares, comme l'illustre l'assassinat de Philippe en 336, et que Perdiccas III meurt au combat devant les Illyriens en 360 ou 359. Philippe devint par exemple régent au nom de son neveu trop jeune pour commander l'armée, Amintas, avant de l'éliminer. Car avant toute chose, la Macédoine, en permanence menacée par les incursions illyriennes et thraces, est un État sur le pied de guerre, ce qui explique, au moins partiellement, le maintien de la structure d'un pouvoir royal aux pouvoirs étendus en matière militaire, avec à sa tête l'homme le plus à même de diriger les troupes. Ce n'est évidemment pas un hasard si à l'époque considérée, les deux régions où la royauté s'est maintenue, l'Épire et la Macédoine, sont au contact de populations non helléniques, turbulentes et conquérantes. Elles ont joué un efficace rôle de bouclier, amortissant au mieux les invasions. Les plus grands dangers courus par la Grèce, au moment de la Seconde Guerre médique, puis plus tard, au début du IIIe siècle, avec l'invasion galate, eurent lieu quand le dispositif de protection tenu en priorité par la Macédoine céda. Le lien entre monarchie et impératif militaire, déjà très sensible dans l'Iliade et tout autant prégnant avec et après Alexandre, est donc réel durant l'époque classique. Pour autant, il serait imprudent d'opposer, de manière trop tranchée, le couple apparemment antagoniste, roi et cité. En effet, Philippe a favorisé à la fois le développement urbain de son royaume et l'émergence de cités au sens grec du terme, avec des institutions appropriées, pratiques reprises par Alexandre sur le chemin de ses conquêtes et amplifiées par ses successeurs hellénistiques. Mais dans l'esprit du roi, il y a une nécessaire soumission des cités à la personne du souverain. On le voit, l'étude des institutions grecques, si originale soit-elle, ne peut se réduire à une simple analyse du phénomène de la cité, quand bien même cette dernière demeure le modèle de regroupement humain le plus original en Grèce. Celui qui, à l'échelle de l'histoire grecque, en est la forme d'aboutissement la plus achevée dans la complexité des situations que l'on retrouve. La défaite d'Athènes en 338 face à Philippe II de Macédoine n'est pas pour autant la fin de la cité grecque, comme on l'a cru longtemps. La cité grecque a poursuivi sa vie durant les siècles suivants, et la ville romaine, avec ses différences, en est l'héritière. Mais même si l'on s'est attaché ces dernières années, à juste titre, à défendre l'idée de la survie politique de la cité à l'époque hellénistique, il convient toutefois de ne pas trop envoyer le balancier dans l'autre sens. En effet, la victoire macédonienne sur le champ de bataille de Chéronée, puis la geste extraordinaire d'Alexandre, ont fait changer le monde grec et beaucoup affaibli la place qui tenait la cité grecque. Plus que militaire, la défaite est peut-être d'ordre politique et remonte haut dans le temps, car la cité, en tant que phénomène politique et social, se dirigeait de fait vers une forme d'impasse. La citoyenneté, jalousement gardée, placée au point le plus haut jamais atteint dans les communautés humaines, ne permit jamais l'émergence de structures capables de dépasser par un libre arbitre un cadre forcément trop étroit pour répondre à des situations de danger extérieur.
Les seules ligues qui connurent quelques développements, même involontairement créés, ne poursuivirent leur existence que sous la contrainte de celui qui en détenait l'hégémonie, comme si le désir de liberté et d'autonomie de chaque communauté rendait impossible toute forme de regroupement qui réduisait autant l'une que l'autre. La volonté d'hégémonie des cités les plus importantes et le désir frénétique d'indépendance de toutes les autres, toutes deux consubstantielles à la nature de la cité grecque, ne pouvaient qu'aboutir à des guerres sans fin qui affaibliraient les corps politiques. Les Macédoniens n'ont peut-être finalement que recueilli un fruit trop mûr.